un enseignant-chercheur, il a enseigné à l'université, à Paris 2 notamment. Quelqu'un qui est dans l'action aussi, il est actuellement chef des ressources extérieures de l'Agence nationale et de la sécurité des systèmes d'information. C'est un penseur du numérique. Il a créé un club de réflexion interdisciplinaire sur le numérique appelé Agora 41, où il travaille à l'échelle européenne sur le numérique, et puis qui contribue aussi à la formation des cadres du futur, notamment à travers l'école de guerre et économique. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Lavaux, de votre présence. Nous vous écoutons. Alors, merci de cette présentation. Vous avez sur 2 ordinateurs, monsieur, je viens d'en couper un, j'ai pas mal de problèmes de connexion aujourd'hui parce que là, je suis obligé de travailler via des téléphones. Enfin, j'ai fait un montage un peu compliqué. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez correctement. Merci pour cette présentation. Surtout, merci pour cette invitation. Je suis particulièrement heureux et fier d'être devant des lycéens européens ce matin, enfin cet après-midi, pardon. Pour évoquer qu'est-ce que c'est que le numérique, parce que souvent on parle de cinéma, on est en train de créer un livre qui est particulièrement visuel, et c'est pas du tout, enfin c'est pas du tout ça, ce n'est que partie de ça. Et m'adressant à des lycéens, alors vous avez évoqué effectivement le think tank que je dirige, qui est l'Agora 41. On est aussi allé dans des classes, alors beaucoup plus jeunes, que nous sommes allés dans des classes de CE2 et de CM2 pour expliquer aux enfants de manière assez positive comment tirer parti des réseaux pour créer du positif et pour ne pas être totalement dans ce contexte anxiogène permanent. La très rapide présentation que je ferai devant vous aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est que l'Internet, ce que c'est que le cyberespace, comment ça s'est construit, et ensuite, comment est-ce qu'on peut gérer ce numérique d'une manière positive. Alors, comment c'est qu'est-ce que le cyberespace? On parle énormément. Il y a énormément de un hommage à une dame qui s'appelait Madame Ada Lovelace, qui est celle qui a été ce qu'on appelle la première pionnière de l'informatique. En effet, c'est elle qui a créé le premier programme informatique à la fin du 19e siècle, dans une machine qu'on appelait une machine analytique. Donc effectivement, on imagine aujourd'hui le monde de l'informatique, un monde un petit peu exclusivement composé d'hommes. Eh ben pas du tout. L'informatique est une création féminine, c'est une logique tout à fait féminine. Et grâce qu'on soit rendu à cette Linda Lovelace qui a posé les bases, un petit peu de tout ça. Ensuite, on va se projeter assez rapidement. On a le début de la conception de ce que peut être les réseaux informatiques dans les années 60-70. Où il y a la Chine, il y a une politique d'informatisation de la société. On a en 61 le premier texte théorique sur comment faire transiter les informations par des réseaux. C'est ce qu'on appelle la machine de Klein Rock, qui était un professeur américain, qui était à l'Institut technologique de Massachusetts, et qui est le premier à poser ses bases, à poser cette théorie de ce qu'on appelle la commutation par paquet. Les premières politiques informatiques qui poussent en Europe, c'est le général de Gaulle. C'est le général de Gaulle en France qui, en 1966, voyant ce qui se fait aux États-Unis, 1967, c'est la création de ce qu'on appelle l'ARPANET, qui est le premier réseau, qui interconnecte des ordinateurs, qui fait des transmissions de paquets de données. Le général de Gaulle, en France, décide de créer l'Institut national de recherche informatique. Cet institut existe encore.
un énorme institut de recherche. Alors, il y a travaillé aussi bien donc, sur les réseaux, mais qui, depuis quelques années, notamment par l'intermédiaire d'un très éminent chercheur français, qui s'appelle Claude Kirchner, qui travaille aussi sur toutes les problématiques adjacentes à l'informatique. Et notamment Claude, qui fait partie de mon think tank. Claude est un grand spécialiste de l'éthique de l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à des constructions qui sont telles qu'il faut pouvoir avoir confiance dans les réseaux. La confiance, j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera notamment des usages, vous, que les jeunes, vous pouvez faire de vos smartphones. Il faut pouvoir toujours évoluer dans un univers de confiance. Et tous les développements de l'intelligence artificielle auxquels nous devons faire face aujourd'hui, doivent conserver une éthique. On ne fait pas de la recherche pour aller n'importe où. On fait de la recherche pour améliorer l'humanité. C'est très important. Climat, 1970, 1970, électronique ou des emails, appelons-les un petit peu comme on veut. Vous en envoyez certainement énormément par jour, vous échangez beaucoup, même si aujourd'hui vous préférez certains types de messageries sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure. Mais voilà, il y a une cinquantaine, un peu plus de 50 ans, 60 ans même, a été envoyé le premier email. Vous voyez, donc on est dans des vitesses de développement qui sont sans aucune commune mesure avec tout ce que nous avons pu connaître auparavant. Je vous disais tout à l'heure qu'en 1966, était créé le réseau ARPANET aux États-Unis. Et bien en 1972, soit 6 ans plus tard, un très grand mathématicien français, Louis Pozzi, avait créé ce qu'on appelle le réseau Cyclade. Le réseau Cyclade, c'était un réseau Internet en balbutiement qui était créé sur la France et qui permettait de transmettre avec un protocole un petit peu particulier. Donc ça, c'est très important, le premier pas, c'est le réseau Cyclade. Voilà. Il y a eu effectivement une méthodologie de transfert des données qui est un petit peu différente et qui a été supplémentée par Internet. Mais en France et en Europe, on aurait pu posséder aussi notre propre réseau. Ça n'a pas été le cas, c'était un choix politique. Voilà. Donc, vous voyez, cette constitution, elle se fait depuis la fin des années 1800, donc le 19e siècle, il y a un petit peu plus de 100 ans. On arrive aujourd'hui à des développements qui sont des développements exponentiels de réseaux, de traitement de données, de création de données. Et toutes ces données constituent ce qu'on appelle le cyberespace. Alors, il faut trouver une définition à cet espace. Il y a des gens qui en donnent des définitions très compliquées. Le mot cyberespace il y a beaucoup de choses viennent de la littérature. Et le mot cyberespace est apparu dans un ouvrage Excusez-moi, Monsieur Lavaux, je me permets de vous interrompre. On vous entend très mal, ça a coupé, donc je ne sais pas si nous vous avons perdu. Voilà, je vous laisse entrer. Voilà, je vais vérifier. Monsieur Lavaux, vous avez pu vous reconnecter? Je me suis reconnecté, vous m'entendez? Oui, là c'est mieux, ça a coupé un petit peu juste avant que vous étiez, voilà, que vous avez eu un problème de connexion. Voilà, nous allons rediffuser alors, si vous voudrez bien, je vais recommencer. Voilà, normalement c'est bon. Voilà, merci. Je suis désolé de cette coupe. Mais je vous dis, aujourd'hui, je travaille avec des moyens dégradés, donc c'est pas évident. Donc voilà, je reviens sur cette définition du cyberespace. Donc c'est un espace qui est constitué par des infrastructures, donc des points, qui sont même interconnectés et qui travaillent avec ce réseau qu'on appelle l'Internet et qui transmettent ce qu'on appelle des données, donc de l'information. Tout est information. Alors, je reviens un petit peu, on voit rapidement ce que c'est que ce cyberespace. Au tout départ,
et c'était des sites de recherche de différentes universités. Donc ça a commencé à l'Institut technologique du Massachusetts, qu'on appelle le MIT. Et si sont rapidement adjoints des projets en matière de défense, et notamment avec un gros apport par une entité américaine que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la Rand Corporation, et qui voulait voir un petit peu de quelle manière ce système, cet ARPANET, pouvait aider les systèmes de défense nucléaire. Donc on était déjà dans des communications très ciblées, très secrètes et très protégées. On reviendra sur cette protection et sur cette nécessité de protection de vos informations. Et donc voilà, ça c'est vraiment la première conception. Dans les années 70, il y avait 3 points qui étaient reliés aux États-Unis. Très rapidement, en décembre 69, on a 3 points. En juin 70, on a déjà une liaison continentale qui va de la Californie jusqu'à l'époque. Et au fur et à mesure, ce réseau s'implante, ce réseau filaire s'implante et se développe sur tous les États-Unis jusque 10 ans plus tard, à peu près, la côte ouest, la totalité de la côte ouest et la totalité de la côte est, avec quelques points centraux au sein des États-Unis. Et tout ça est relié. Là, on est pour l'instant dans un réseau entre chercheurs. On ne parle pas encore d'Internet, on est encore sur l'ARPANET. Et c'est en 1982 qu'on décide d'ouvrir l'ARPANET à tout un chacun, c'est-à-dire à vous, à moi. Et là, ce jour-là, est créé l'Internet. On est vraiment dans un lancement de la démocratisation de l'informatique, des ordinateurs personnels, des réseaux ouverts. 1982, c'est vraiment une date qui est pourtant qui est très très importante. Et pourtant, on peut reprendre. Personne n'y croit. Le directeur général d'IBM en 1943 disait que pour lui, le marché mondial de l'Internet, le marché mondial de l'Internet, ne relierait jamais que 4 ou 5 ordinateurs. Il ne voyait pas du tout la potentialité d'accès à l'information que pouvait avoir cette typologie de réseau. Et on est en 1943. En 1977, un autre monsieur qui était le directeur général des sociétés qui ont précédé Hewlett-Packard, s'appelait Ken Olsen, disait « Un particulier n'a aucune raison d'avoir un ordinateur chez soi ». Imaginez aujourd'hui, vous voyez, moi, avec mes problèmes de connexion, comment ferait-on pour vivre sans ordinateur? Ça serait quand même particulièrement compliqué. On devient, non pas dépendant, mais on devient... le réseau informatique, le monde du cyber devient quelque chose de fondamentalement indispensable parmi nous. Mais cet univers qui se crée, cet univers de l'Internet, qui naît à partir de 1982, va avoir plusieurs tendances. Les années 90, ce sont des années que pour vous c'est encore de l'histoire, hein, pour moi c'est mon histoire, je l'ai vécu. C'est le mouvement libéral, donc c'est une utilisation commerciale très forte de l'Internet, notamment en 1990, avec la création du fameux WWW, le World Wide Web. C'est ce que vous voyez dans vos adressages Internet, www, ça correspond à ça. Et c'est quelque chose qui a été créé en 1990. 1992, on a une autre société qui se crée, qui est plus une association, qui est toujours très très importante dans la coordination et la gouvernance de l'Internet. C'est ce qu'on appelle l'Internet Society, l'ISOC, qui était destiné au départ à promouvoir et développer Internet. 1993, tout ce système avec les Google, les Safari, les Bing, etc. En 1993 naît le premier navigateur, qui s'appelle Mosaic à l'époque. Et il est beaucoup moins performant que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et de la même manière, dans l'organisation de ce réseau qui se met en place, on crée des noms de domaines.
Au départ, on avait simplement des adressages, et là, on crée des noms de domaine avec, pardon, avec des .fr, des .eu. Tout ça se développe, se met en place. 94, on a ce qu'on appelle le WC3, qui est une autre association qui, elle, est destinée à gérer l'évolution du web et à l'administrer d'une bonne manière, suivie en 1998 par une dernière association qui est une association de droit californien, donc c'est très très compliqué pour avoir des relations avec elle, qu'on appelle l'ICANN, et cette association supervise l'administration des noms de domaine, ce qui est fort important, parce que si vous n'avez pas de nom de domaine, vous êtes très très difficile. En 90, on est vraiment dans la mise en place du système de gouvernance. On commence à pouvoir acheter Internet avec cette formation. On ne parle pas de données et on ne parle pas de sécurité. Se confronte à ça, à ce mouvement libéral, mais libéral au sens économique du terme, se confronte ce qu'on appelle un mouvement libertaire, avec plusieurs associations qui se mettent un petit peu en opposition, notamment avec ce qu'on appelle l'Electronic Foundation, qui est une autorité qui veut déjà protéger les libertés fondamentales sur Internet, c'est-à-dire que chacun puisse, dans le respect de la loi, bien entendu, et des lois, puisse s'exprimer, puisse dire ce qu'il veut, sans délivrer des messages de haine ou attaquer autrui. En 1996, la loi commence à se créer, et notamment aux États-Unis, il y a une première loi qui est posée sur les télécommunications. Donc on commence un petit peu à régir ce cyberespace. Et en même temps, quand il y a une loi, il y a souvent une opposition qui se met en place. Il y a tout un groupe de ce qu'on appelle des cyberpunks pour ce qu'on appelle la déclaration d'indépendance du cyberespace. Et dans cette déclaration d'indépendance, ce groupe de chercheurs qui était dans la Silicon Valley a pour un principe principal, c'est celui qu'aucun gouvernement ne pourra jamais s'approprier d'Internet. Donc, vous voyez, on a un double mouvement qui est assez intéressant. On a un mouvement notamment des États-Unis qui commence à vouloir gérer. On a un mouvement du monde du commerce qui veut se servir de l'Internet pour prospérer, pour faire de l'argent. Et on a ce groupe de chercheurs qui disent l'Internet n'appartient à personne. C'est une zone où tout le monde peut évoluer. Donc c'est ce qu'on appelle la déclaration des cyberespaces. Vous voyez, donc dans ce cyberespace qui est un espace, qui est la première fois où justement c'est un espace qui est construit par l'homme. Les autres espaces que nous connaissons, que ce soit la Terre, que ce soit la mer, que ce soit l'espace, ce sont des espaces qui étaient présents avant même que l'homme ne soit créé. Là, ce cyberespace où des règles se mettent en place, eh bien, c'est le premier espace qui a été construit par l'homme, simplement. Donc voilà. Plusieurs déclarations, notamment une deuxième déclaration qui est faite par un monsieur qui s'appelle Nick Barrow, qui en 96 au Forum de Davos en Suisse, avait décrété que l'Internet, il n'y avait aucune souveraineté qui était possible, sauf celle des êtres humains. Voilà, on a quelques oppositions dans ce monde, et tout évolue. Et en 2000, on se jette dans la numérisation de la société telle que vous la connaissez depuis que vous êtes né, puisque à vos âges, vous n'avez jamais vu un monde sans Internet. Vous, l'Internet fait partie de l'ordre normal des choses. Vous vivez dans le cyberespace. Une partie de vous-même vit dans le cyberespace. Et notamment avec les dernières créations, notamment ce qu'on appelle le métaverse, certaines personnes risquent justement de basculer dans ce monde un petit peu parallèle et un petit peu différent du monde physique dans lequel on évolue. Ça, c'est un de mes sujets et je trouve intéressant et d'énormément de choses, de mobilité, d'énormément d'accès, mais aussi porteuse de grands dangers. C'est-à-dire, si l'on n'y prend pas garde, le fait de se surnumériser risque d'entraîner une modification de nos propres êtres, voire même de nos propres consciences. Pardon. Je ne veux pas aller trop loin, je ne veux pas vous endormir parce que c'est votre première conférence, donc on ne va pas partir dans des grandes théories de philosophie, de sociologie, mais c'est un risque.
c'est un risque sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Et nous, personnels pensants, les sapiens, vu qu'en introduction, vous avez eu une citation en latin, nous, les sapiens, devons réfléchir pour pouvoir continuer à maîtriser le métaverse, pour pouvoir continuer à maîtriser cet espace nouveau, cet espace en création, créé par l'homme, mais qui ne doit pas le détruire. Donc les années 2000, je reviens un petit peu à ce que je disais, le web étant, enfin, appelons le web, appelons Internet, est en train de se modifier, beaucoup plus utilisatif, beaucoup plus social. Il y a des interactions qui peuvent se mettre en place, c'est les premières plateformes. C'est-à-dire que l'individu, vous, moi, vos professeurs, vos amis, qui que ce soit, peut avoir une action sur ce monde. Notamment par les réseaux sociaux, vous pouvez poser des avis, vous pouvez poser des photos, vous pouvez poser des réactions. Dans les années 2000, c'était la grande tendance, c'était la création de blogs, où chacun, c'était, on va dire, c'est un peu du Snap ou du TikTok, mais à l'écrit. Voilà, où chacun donnait son avis un petit peu sur ce qu'il voulait. Vous voyez, on bascule petit à petit d'un univers commercial vers un univers qui est totalement interactif, et ça non plus, vous n'avez pas connu les modems où on avait 56 600 octets qui nous passaient. Aujourd'hui, on est à des dizaines de mégas, on va beaucoup plus vite. Donc la transmission au début de l'Internet était beaucoup plus lente. Pour télécharger des cartes, moi je me souviens, au tout début d'Internet, je passais un de mes derniers diplômes, j'avais besoin de cartes que je téléchargeais pour télécharger une simple carte d'Europe. Il fallait 10 minutes. Là, vous voyez, on a des modifications techniques qui ont entraîné des modifications d'usage. Et voilà, les années 2000, c'est vraiment l'accélération des choses et une modification même de l'utilisation que vous pouvez avoir avec Internet. Donc, c'est la création des réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux, ils peuvent être décriés, mais ils vous permettent justement d'avoir des contacts un petit peu partout, d'avoir des possibilités d'échange, d'avoir, j'espère justement, par exemple, que lorsque vous aurez terminé votre lycée européen, je ne doute pas qu'il y aura une plateforme qui sera mise en place où les contacts que vous pourrez nouer pendant cette semaine, les contacts que vous pourrez nouer lors des journées qui seront organisées par Édouard Geffray à Strasbourg, vous aurez des contacts physiques qui sont indispensables. Il ne faut jamais oublier les contacts physiques, c'est très très important. Mais vous pourrez aussi vous projeter dans le futur, conserver ce mode de communication, peut-être en créant un groupe. Alors, je ne sais pas, ce groupe, vous pourrez continuer justement d'un échange intra-européen et de créer vraiment ces réseaux, ces interconnexions qui permettra à l'Europe d'aller beaucoup plus loin que ce qu'elle est. Parce qu'aujourd'hui, elle est déjà bien avancée. Je n'attaque pas le projet, l'esprit de Schuman est toujours là, mais par vos contacts, qu'ils soient physiques et qu'ils soient permis par les réseaux, eh ben vous irez plus loin dans l'europisation des esprits. Voilà. Ensuite, à partir de 2000 aussi, on a ces réseaux sociaux qui se créent, mais on a aussi l'apparition des géants de l'Internet, qu'on appelle les GAFAM. Google s'est créé en 2000, Apple, c'est 1900, alors les premiers Apple c'est 1977, l'iMac c'est 98, Facebook pardon, c'est 2004. Vous voyez, donc on a tout qui se met en place. Là, on est aux États-Unis. En Chine, très rapidement, les Chinois ont compris cette problématique d'importance de l'Internet. Donc, on a des systèmes. L'équivalent de Google, c'est Facebook, et on a des géants du numérique comme Huawei qui commencent à se positionner à partir de 87. Dernier gros bloc d'intérêt dans le cyberespace, c'est la Russie. La Russie qui crée son propre Google, qui s'appelle Yandex, à partir de 1997, et qui crée son propre Facebook, qui s'appelle VKontakte. Et ça, on voit l'émergence de cette plateforme à partir de 2006. Vous voyez, tout prend intérêt à créer des plateformes qui sont bien géolocalisées, et souvent on dit que l'Internet n'a pas de frontières, et pourtant si.
C'est un espace qui est ouvert, c'est un espace qui est libre, effectivement, et malgré tout, il y a quand même des frontières. Par exemple, on peut prendre aussi l'exemple de la Chine, qui a créé son propre Internet fermé. Voilà, vous voyez. Donc, à partir des mêmes théories et à partir des mêmes techniques, on peut avoir des effets qui sont fondamentalement différents. Alors, aujourd'hui, on estime, c'est très compliqué, à un nombre internaute à 14 000 personnes, qui représente, malgré tout, plus de 50% des individus présents sur la planète, ça en fait même 60%. Nous sommes 7, quasiment 8 milliards d'êtres humains. Donc 4 milliards d'utilisateurs d'Internet, mais on va encore beaucoup plus loin, puisqu'il y aurait 5,2 milliards d'utilisateurs de mobile. Imaginez, il y a plus de personnes qui ont un mobile, donc qui ont accès à l'Internet, parce que vos réseaux mobiles ne fonctionnent que grâce à certains réseaux, vos Google, vos Facebook, vos Snapchat, vos TikTok, tout cela passe par de l'Internet. Sur les réseaux sociaux, c'est estimé à peu près 4 milliards de personnes, c'est quand même hyper important. Vous vous rendez compte qu'on est quasiment à 50% de la population de la Terre qui va sur les réseaux sociaux. Et on a fait un rapide calcul, enfin j'y ai pas participé, hein, mais le MIT, donc le fameux Institut technologique du Massachusetts, a calculé qu'un internaute dans le monde, où qu'il soit, en moyenne, passe 6h43 par jour sur Internet. En France, un petit peu moins, on s'est arrêté à 5h08, qui est déjà énormément. Vous voyez cet attrait que peuvent avoir les écrans, il faut bien le maîtriser, parce que sinon on risque de basculer dans des problématiques de désocialisation. C'est-à-dire que vos amis ne seront plus que sur Internet. Donc c'est bien d'avoir la connaissance de gens que vous ne pourriez pas voir de manière très facile parce qu'ils sont loin, pour plein de raisons, mais il ne faut pas oublier que votre camarade ou votre ami d'en face est tout aussi important que celui qui habite à des milliers de kilomètres. Donc gardez bien à l'esprit que le cyberespace est une belle chose, mais le monde physique est aussi une excellente chose. Donc ne perdez pas de vue vos amis, ne concentrez pas tous vos efforts sur les différents réseaux sociaux et pensez à nous voir, pensez à échanger. Alors, tout ce monde que je viens de vous décrire, il y a une gouvernance qui existe. Parce que l'esprit, alors il y a l'esprit libéral, tout à l'heure, commerce, vous savez, le monde libertaire ou libertarien, c'était les cyberpunks qui voulaient que l'Internet n'appartienne à personne. Mais malgré tout, on ne peut pas laisser un système, on ne peut pas laisser un espace sans gouvernance. Donc on a été posé différents groupes pour gouverner un petit peu tout ça. Mais des groupes qui sont, ou des associations, des sociétés, qui sont jusqu'à aujourd'hui largement positionnés aux États-Unis. Ça, c'est un problème qu'on a, parce que toute la gouvernance essentielle de l'Internet est domiciliée aux États-Unis. Et ça peut créer des dissensions entre des pays européens, entre l'Europe elle-même et nos amis d'outre-Atlantique. Donc voilà, la gouvernance est encore assez problématique. Il y a eu plusieurs réunions au niveau de l'Organisation des Nations Unies pour définir ce qui pourrait être possible. Mais c'est assez compliqué parce que chaque grand État veut imposer sa propre différente. Donc, la diplomatique, elle est toujours en cours, c'est très compliqué. Ils sont arrivés, mais il y a plusieurs options qui s'opposent et ça va pas se faire tout de suite. Donc sachez qu'il y a une gouvernance qui existe, qui est posée, que bien des États ont fait des lois, que l'Europe elle-même a fait des lois sur les problématiques d'Internet, sur la problématique de la sécurité sur Internet. Et vraiment, l'Europe a pris ce sujet de la gouvernance et des modes de présence, des modes d'action sur les réseaux, sur Internet, de manière très importante, et suit cette problématique au jour le jour. On a vraiment ce positionnement, donc l'organe des Nations Unies qui essaye de définir si le droit international public
peut être appliqué dans le cyberespace ou s'il faut créer un nouveau droit, un petit peu comme ce qui s'est passé dans les années 80 dans la gestion des conflits. Avant les années 80, il y avait simplement le droit de la guerre, les conventions de Genève. Et au cours des années 80, on va les organisations non gouvernementales qui jouent un rôle de notamment avec de Bernard Kouchner, qui est un ministre français, qu'on appelle le droit d'ingérence humanitaire. Vous voyez? Donc il y a peut-être un droit d'ingérence cyber, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui pourrait être créé d'ici 5-6 ans. Ça pourrait permettre à n'importe quel État de pouvoir agir quand on voit qu'un groupe de cyberattaquants est en train de préparer quelque chose. Vous voyez? Ça permettrait, ce droit d'ingérence cyber, de mieux pacifier ce cyberespace. Alors, on évoque le cyberespace, mais je pense que là, je suis quasi sûr que je m'adresse à des connaisseurs, puisque vous êtes nés dans la cyber, donc vous connaissez un petit peu la répartition, ce qu'on appelle, donc on a le web de surface. Ensuite, on a ce qu'on appelle, nous, le deep web, qui est une partie, alors, pas cachée, mais pas révélée. C'est-à-dire que quand vous faites une recherche sur un moteur, bah, certains n'auront jamais. Pourquoi c'est la réussite plus facilement? Ça, notamment, ça a été mis en place, cette utilisation du deep web, par quelques très grands groupes mafieux dans les années où j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à ce qui s'y passait. D'ailleurs, vers le milieu des années 80, fin des années 90, début des années 2000. Et ensuite, on y a trouvé des organes qui finançaient les terroristes islamistes. Vous voyez, donc c'était cette première utilisation cachée. Ensuite, on a le Darknet. Le Darknet, c'est Tor. C'est un réseau qui est superposé au réseau au réseau classique, je peux dire, et avec d'énormes fonctions d'anonymisation des recherches. Là, on peut y trouver tout. Vous y trouvez aussi bien des voleurs, vous y trouvez des criminels, mais vous y trouvez aussi des opposants politiques. Donc c'est très très compliqué de dire on va fermer le Darknet. Parce qu'il y a des gens très honnêtes qui s'expriment sur le Darknet parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Et en même temps, vous avez des gens de là dans cette on a cette condition, on a cet espace où, du fait qu'on a énormément de mal à le réguler, peuvent cohabiter des gens extraordinaires et des gens un petit peu moins extraordinaires. Voilà. Et le contenu du Darknet, ça s'appelle bien entendu, vous le savez, le Dark Web. C'est Tor, c'est des choses comme ça. Alors, le cyberespace, il me reste 5 minutes. Je pense que je voulais un petit peu exprimer ce qu'on trouve à l'intérieur du cyberespace. Essentiellement, on va trouver des données, de l'information. On va trouver énormément de choses. On produit des volumes d'informations actuellement qui sont faramineux. Et tout ça est posé sur des réseaux informatiques, c'est-à-dire des équipements qui sont tous reliés entre eux. Et Internet, tous ces équipements reliés entre eux forment des réseaux. Et l'Internet, c'est le réseau des réseaux, avec des protocoles communs. Voilà ce que peut être l'Internet. Ensuite, quand vous serez dans une société ou si dans vos lycées, vous avez ce qu'on appelle des intranets. Ce sont des réseaux de communication réservés à des souvent, quand on fait des cours, on explique qu'on a plusieurs couches. Et on a ce qu'on appelle une couche matérielle, c'est-à-dire c'est les serveurs, c'est les réseaux, c'est les câbles, c'est les disques durs, ça c'est du matériel. Ensuite, on a une couche logicielle, c'est-à-dire ce sont les programmes qui permettent de faire, de gérer la dernière couche, qu'on appelle avec un mot très savant, la couche sémantique. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui est écrit, c'est la lettre, c'est-à-dire c'est les phrases, c'est de l'information. Donc l'information, elle est gérée par des logiciels, et ces logiciels sont situés sur une couche matérielle. Voilà la description physique du cyberespace qui convient de bien garder à l'esprit. Je vous ai dit qu'il y avait des frontières. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, en plus je pense qu'il me reste 3 minutes, donc je serai bref sur la fin. Le cyberespace, ça, c'est ses propres propriétés. Souvent,
on peut comparer le cyberespace, notamment c'est un axe que j'avais, un axe de recherche, on a travaillé, sur lequel on peut comparer la mer dans ses règles au domaine maritime, on peut comparer pardon, le cyberespace, c'est un petit peu trop vite dans ma phrase, au domaine maritime. Le domaine maritime, c'est un espace qui est ouvert, qui a ses propres règles, dans lequel les mouvements s'effectuent d'une certaine manière. Et dans ce lieu-là, on trouve des lieux d'attache où vous allez avoir des gens honnêtes et vous avez des lieux d'attache où vous allez avoir des pirates. Les pirates avaient les mêmes modalités d'action que nos actuels pirates informatiques. Donc voilà, c'est un monde, le cyberespace, qui est assez particulier, sur lequel il faut porter attention parce que c'est le monde dans lequel vous allez vivre de plus en plus. Nous, on y vit, mais vous, je pense que ça sera démultiplié. C'est-à-dire que le numérique aujourd'hui a une telle importance que certains auteurs, notamment des philosophes estime qu'on est en train de se convertir au numérique. Un petit peu comme si on changeait de civilisation. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Dernier tout petit point très rapide que je voudrais faire, c'est sur les mobilités sur vos smartphones. Vous détenez de l'information et le sentiment que vous devez avoir en permanence, et ça il faut que vous y réfléchissiez, c'est la confiance. Vous vous exposez énormément. Il faut que dans vos communications, vous ayez confiance. Donc, ne faites pas tout et n'importe quoi. Ne vous exposez pas trop. Préservez-vous. Et je pense que le monde numérique pourra être un beau monde pour vous. Je pense que je suis just in time. Il me reste encore un petit instant. On vous laisse conclure. Vous pouvez conclure, Monsieur Lavaux, si vous voulez rajouter quelque chose. La conclusion, c'est que j'ai été un peu ce que vous faites le cyberespace, aux jeunes Européens, le cyberespace par vos comportements. Simplement leur dire que le cyberespace est dans leurs mains et que c'est par leur comportement qu'ils en feront un bel endroit et qui seront une des briques constitutives de l'Europe. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment pour toutes ces informations et cette conférence extrêmement riche qui donne plein de pistes de réflexion. Merci beaucoup. Alors, là, l'outil ne nous permet pas vraiment de récolter les questions des élèves. En tout cas, je reviendrai vers vous, Monsieur Lavaux, pour vous les transmettre si ça vous intéresse et leurs réactions. Merci beaucoup. Et avec plaisir. C'est moi. Merci de m'avoir permis de participer à ce très très bel événement et j'en suis particulièrement fier. Et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Et alors, j'ai une petite indication pour les participants, pour les élèves et les professeurs. On se retrouve, il y a un nouveau lien. Je vous ai perdu là, je ne vous entends plus. Ah, je m'adressais aux élèves et aux professeurs qui assistent à cette conférence et qui font partie de l'atelier B. Nous retrouvons sur un autre lien, me semble-t-il, que vous retrouverez, qu'on vous a envoyé. Voilà. À tout de suite dans le nouvel atelier. Merci beaucoup. Et merci infiniment, Monsieur Lavaux. Merci, Monsieur Lavaux, et merci, Monsieur Jung. Merci. À tout de suite. Au revoir. Au revoir. Merci, passez une bonne fin de journée. Au revoir. Vous aussi, au revoir. Merci.